Bonsoir à toutes et à tous. Avant de laisser la parole à nos trois invités de ce soir, je voulais, au nom du Muséum d'Histoire Naturelle, remercier la Bibliothèque universitaire de nous accueillir ce soir dans de si bonnes conditions. Et je vais laisser la parole à nos invités. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Alors, bonsoir à tous. Moi, je suis Gabrielle Baglione. Je m'occupe des collections d'art graphique et d'ethnographie au Muséum d'Histoire Naturelle. Vous avez peut-être vu pour certains d'entre vous l'exposition qui est présentée en ce moment, Australie et Le Havre, qui est une exposition qui termine bientôt et dans laquelle dont on va un peu évoquer certains des aspects ce soir grâce à nos deux invités de prestige, de marque, puisque le CNRS est parmi nous, avec Barbara Glosewski qui est directrice de recherche au CNRS et Jessica Delargieri qui est chargée de recherche au CNRS. Donc toutes les deux vont parler de leurs travaux respectifs, de leurs terrains respectifs, anthropologie sociale pour les deux, avec des expériences qui sont à la fois longues, multiples et riches d'échanges avec un certain nombre de communautés dans différentes régions d'Australie, à la fois dans le désert, sur la côte et dans le nord. Donc on va pouvoir évoquer des contextes, et dans le sud, des contextes variés. Et l'axe, comme vous l'avez vu pour ce soir, ça va être autour de la question des environnements, des représentations des environnements. Alors, une des questions, un des liens qu'on peut peut-être établir rapidement, c'est avec l'exposition, avec ce que nous présentons au muséum et qui est, pour une part, les traces du voyage aux terres australes de Nicolas Baudin, donc une expédition scientifique du tout début du XIXe siècle. Un des éléments forts de l'exposition tourne autour de la question de la ressource en eau. Et on s'aperçoit bien que ces savants du voyage aux terres australes ne comprennent pas vraiment comment les aborigènes arrivent à ne pas manquer d'eau, où est-ce qu'ils trouvent de l'eau, puisque des fois ils doivent revenir avec de l'eau sans avoir compris d'où vient cette eau, puisqu'ils sont à la recherche continuelle de rivières, de sources, et qui ne les trouvent pas en tant que telles. Donc ça fait partie des thématiques qu'on va pouvoir aborder, Jessica, autour aussi de l'exposition présentée aujourd'hui encore au musée du Quai Branly, Goularine, donc qui est terminé, pardon. Mais voilà, une ressource, ce territoire, et c'est à la fois dans les aspects très pragmatiques et très symboliques dans les groupes culturels qui sont concernés. Je voulais peut-être Barbara commencer. Oui, merci. Ça marche, il faut oui, l'eau. Alors moi, je travaille en particulier depuis 42 ans dans le désert central avec un peuple qui s'appelle les Waipiri, qui a plus de 250 langues en Australie, qui est grande comme 14 fois la France. Et donc, effectivement, qui parmi vous est allé à l'abbaye voir l'exposition des artistes du désert? Bon, c'est extraordinaire, non? Et voilà, on a beaucoup de chance d'avoir ces œuvres-là ici, parce qu'on ne les voit pas souvent, et en plus elles sont récentes, et donc essentiellement faites par des femmes, et vous avez remarqué que sur la plupart de ces toiles, il y a des cercles. Et les cercles peuvent figurer... Ah, maintenant on entend. Tout à l'heure on n'entendait pas. Voilà. Donc ça va pour... Vous avez quand même entendu le début. Bon. Alors, ces cercles peuvent figurer a priori n'importe quel objet qui laisse une trace ronde au sol, mais en général, sur ces peintures-là, ce sont des lieux qui sont considérés comme sacrés, chukurpa, comme l'indiquent les explications qui accompagnent ces peintures, qui viennent donc plutôt du désert de l'Ouest,
des Pintubi, des Anangu, des Yangunchara, des Pichanchara, qui partagent, disons, une vision commune avec les Walpiri, avec lesquels je travaille, qui sont plus dans le désert central, le Tanami, et ont beaucoup d'échanges avec eux, mais surtout ont des échanges au niveau des références qui sont dans ces peintures-là. Et donc ces cercles, qui sont des sites sacrés, en général sont des sources. Mais des sources que l'on ne voit pas à la surface, parce qu'il faut creuser pour que l'eau monte. Alors à certaines saisons, l'eau affleure, mais à d'autres saisons, on a l'impression qu'il n'y a pas d'eau. Donc effectivement, ce savoir de l'eau est essentiel pour les aborigènes. Et puis peut-être l'autre savoir aussi, pour rebondir sur l'autre exposition, celle du Muséum d'histoire naturelle, c'est que donc il y a deux très belles comme ça aquarelles, enfin dessins, où l'on voit la côte du nord-ouest de l'Australie, qui est une autre région où j'ai beaucoup travaillé. Là, c'est les peuples Djugun, Bardi, et donc on voit beaucoup de feux. Et donc Gabriel nous faisait remarquer que dans les notes qui accompagnent les journaux, les explorateurs s'interrogent, enfin de l'expédition Baudin, pourquoi est-ce qu'il y a tous ces feux, etc. Et en fait, et ça c'est un peu le cœur de ce dont on va parler ce soir, c'est que ces feux-là témoignent d'une part du fait que le pays était bien habité, qu'il y avait des campements un peu partout, donc il y avait la fumée des foyers, de campement, mais aussi que l'on devait faire des feux pour entretenir le sol. Comme disent dans beaucoup de langues aborigènes, les habitants, il faut nettoyer le sol. Et ceci pour s'occuper du pays, prendre soin du pays. Et c'est cette prise de soin du pays qui a, au cours des siècles et des millénaires, transformé une partie du paysage. Et contrairement à ce qui a pu être dit pendant des années, par certains scientifiques qui, en ce sens-là, n'étaient pas très scientifiques, les aborigènes, en faisant des feux, n'ont pas désertifié le continent, bien au contraire, par ces petits feux, ils ont empêché, c'est une technique très très particulière, reconnue par les rangers aujourd'hui, et ont empêché les grands incendies comme ceux que vous avez vus dans l'actualité il y a 2 ans. Et ces pratiques-là sont très valorisées aujourd'hui, mais on pourra en parler après. Bonsoir. Alors moi je vais rebondir aussi sur le feu plutôt que sur l'eau pour le moment en tout cas, puisque moi je travaille dans une autre région de l'Australie qui s'appelle la Terre d'Arnhem. C'est une région qui est tout au nord du continent australien. Donc on est dans un climat tropical qui est rythmé par la mousson, hein, un peu comme cette partie de l'Asie en fait. C'est une région parlant d'Asie qui pendant plusieurs centenaires avant l'arrivée des colons britanniques, entretenaient des liens justement avec des pêcheurs asiatiques. Donc cette idée que le continent australien était complètement isolé et coupé du reste du monde, et que les aborigènes auraient évolué en totale autarcie, est complètement fausse, et ça a été remis en question depuis assez longtemps, mais surtout depuis, disons, une trentaine d'années. C'est quelque chose qui est beaucoup plus connu en Australie, qui avait ces échanges avec les Asiatiques. Donc tout ça pour vous dire que moi je travaille dans une région côtière, avec des îles, et que du coup j'ai aussi été frappée par ces profils de paysages qu'on voit dans l'exposition, qui sont vraiment les vues du bateau, hein. On peut imaginer la vue du bateau, donc le dessinateur qui dessine en fait la côte telle qu'il la voit, avec de la fumée comme ça qui monte par endroits. Et donc je voudrais vous inviter à imaginer en fait cette même situation vue du haut, vue d'un avion. Puisque aujourd'hui, dans les communautés aborigènes de cette région, c'est une région assez isolée de l'Australie, où il y a une série de petites communautés. Certaines d'entre elles ne sont accessibles que par les airs, parce que les routes, par exemple pendant la mousson, les routes sont inondées. Et quand on est dans un petit avion au-dessus de cette région, on voit aussi la fumée un peu partout où on regarde. Et c'est très intéressant d'être accompagnés d'aborigènes de cette région, parce qu'ils vont commenter en fait les feux qu'ils voient en disant « Ah tiens, ça c'est le territoire de un tel, il s'occupe bien de sa terre justement », ou bien « Ah là, ils sont en train de chasser », puisque les feux étaient utilisés comme une technique de chasse pour rabattre le gibier. Et donc là, ils sont en train de chasser, j'espère qu'il va me garder un morceau de kangourou ou de
le gibier, etc. Et donc c'est quelque chose qui est tout à fait commenté. Les gens vont vraiment observer qui fait des feux. Ça sert aussi à signaler sa présence à des groupes qui peuvent être un peu plus loin. Et donc ça fait vraiment partie effectivement de la vie, du rythme de la vie de ces paysages, d'être incendiés. Alors c'est pas incendié n'importe comment, c'est fait d'une façon très particulière, dépendant du type d'environnement, si c'est quel type d'arbre, quel type de terre, à tel endroit, les vents, évidemment, ça va être fait de façon différente, c'est complètement maîtrisé et ça permet à cette végétation de se renouveler. Et comme le disait Barbara, ça permet de faire des feux de basse intensité, contrôlés, qui évitent les énormes incendies, les méga-feux qu'on a pu observer dans le sud-est de l'Australie, où ces pratiques ne sont plus pratiquées aujourd'hui par les aborigènes. Et justement, certains aborigènes des régions du Nord se sont lancés dans des entreprises de formation pour former pas uniquement les aborigènes, mais aussi les fermiers, les parcs nationaux, ce genre d'organisation, pour réapprendre en fait, à faire ces feux pour éviter les catastrophes telles qu'on a pu les connaître. Oui, alors à ce sujet-là, j'entendais... Vous m'entendez? J'entendais récemment une Australienne qui me disait une des conséquences des feux incontrôlés de l'année dernière, de 2019-2020, contre lesquels l'Australie, le gouvernement australien a essayé de lutter en s'aidant aussi d'autres pays avec des moyens techniques absolument énormes. Finalement, ça a engagé une réflexion justement sur ce système de feu contrôlé des aborigènes traditionnels qui maintenant sont écoutés différemment et intègrent des groupes de réflexion sur la gestion de cet environnement très global, aussi dans une démarche de réflexion vraiment très très générale sur les effets du dérèglement actuel en fait du climat. Est-ce que vous pouvez nous confirmer effectivement cette technique Absolument. Ça marche pas? Oui, ça marche. Ok. Absolument. Et d'ailleurs, bon, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de cela par rapport au sud où il y avait les incendies et qu'il y avait un gros retard sur l'utilisation de ces techniques dans le sud-est de l'Australie et que c'est formidable que ces programmes viennent justement par des formateurs du Nord. Mais les formateurs du Nord, ils font ça déjà depuis au moins une quinzaine d'années dans les parcs nationaux avec des aborigènes donc, qui sont mobilisés et employés pour faire ces feux d'entretien que pendant trop longtemps on considérait comme pas utiles. Et donc ça a été reconnu par des scientifiques. Et il y a autre chose qui a été reconnu aussi, c'est pas seulement la lutte contre les grands incendies, mais c'est aussi le fait de faire ces petits feux de manière contrôlée à la saison, donc juste après les pluies, et donc au moment où il ne fait pas trop chaud, les choses ne sont pas trop inflammables, et donc on peut exactement savoir où le faire et comment le maîtriser, c'est que ça fait baisser les émanations de mauvais carbone. Et donc du coup, depuis déjà assez longtemps, y compris donc à la COP 21 en 2015, quand elle a eu lieu aux alentours de Paris, enfin c'est dit Paris, mais c'était au Bourget, en fait, il y avait une délégation de 4 jeunes aborigènes rangers, donc justement du nord-ouest de l'Australie, c'est-à-dire de la région précisément où on voyait les feux sur les dessins de l'expédition Baudin, et qui donc déjà, donc on était en 2015, et ça faisait bien une dizaine d'années qu'ils travaillaient, eux, à ce programme. Maintenant, aujourd'hui, en utilisant un mélange de techniques très anciennes, traditionnelles, et de savoir par rapport à la lecture des sols, du paysage, et aussi des techniques d'aujourd'hui, avec des GPS, des hélicoptères, enfin pour gérer les choses. Et donc, cette délégation avait été invitée à parler devant les gouvernements comme un modèle, justement, très très important pour réduire les émissions. Et du coup, ce genre de programme est financé par l'ONU, ça s'appelle REDD+, mais ça pose d'autres problèmes de ce qu'on appelle le greenwashing, puisqu'on parle d'environnement aussi aujourd'hui, dans ce sens-là, c'est qu'aujourd'hui, ces programmes-là, par exemple celui du nord-ouest de l'Australie, est financé par Shell.
Et donc Shell, qui détruit beaucoup d'autres endroits par ces extractions minières qui ont un effet non seulement sur le changement climatique, ce dont les aborigènes sont extrêmement conscients et en même temps très, très organisés, souvent pour essayer d'arrêter un certain nombre d'extractions minières, et notamment le gaz de schiste, donc aussi dans la région où travaille Jessica. Donc cette mobilisation-là à la COP de 2015 avait fait que d'autres groupes autochtones, il était à peu près 200 représentants du monde entier, hein, c'est à peu près, les autochtones c'est 6% de la population dans le monde, s'étaient réunis et avaient signé une déclaration d'une vingtaine d'articles qui s'appelait l'Alliance des gardiens de la Terre, qu'ils avaient lu à la COP. Et là, ils commentaient sur ces programmes REDD+, donc justement de pratiques autochtones reconnues comme étant des moyens de lutter contre la dévastation générale qui menace notre planète aujourd'hui. Et donc, ils demandaient à ce que ce ne soit plus des compagnies minières qui payent d'un côté pour pouvoir détruire ailleurs, mais que ce soit les collectivités locales qui prennent en main le financement de ce genre de programme. Et ça, c'est extrêmement intéressant pour nous, ici aussi, parce que d'une certaine façon, les aborigènes en Australie, comme d'autres peuples autochtones, sont au front de toutes ces luttes, et avec leur savoir et leur collaboration avec des scientifiques de tous les domaines, y compris des astronomes, enfin, les espèces en voie d'extinction, enfin, ils participent à plein de programmes. Et donc, ils sont en quelque sorte pionniers de modèles qu'on devrait réinventer aujourd'hui, en collaborant avec les sciences, mais pas n'importe comment. Pour dire 2 mots de plus sur, enfin ça va être plus que 2 mots, mais sur la façon dont la science aujourd'hui reconnaît les savoirs aborigènes en Australie. Il y a eu une chaire qui a été créée à l'université de Melbourne, qui est une des plus importantes universités en Australie, d'agriculture autochtone. Et donc, ça me permet de faire le lien avec quelque chose qu'on avait annoncé dans notre petit résumé de ce qu'on pensait dire ce soir, sur un livre qui a fait beaucoup de bruit en Australie, qui s'appelle Dark Emu et qui vient d'être traduit en français, L'émeu dans la nuit, qui va sortir à la fin du mois, avec une préface donc, de Barbara. Écrit par un historien qui s'appelle Bruce Pascoe et qui a été nommé donc professeur d'agriculture autochtone à l'université de Melbourne. Et en gros, dans ce livre, ce qu'il dit, et ça permet de faire le lien avec ces anciennes sources dont on parlait, hein, ces anciens dessins, etc., c'est que à partir de sources anciennes écrites par les premiers colons qui sont arrivés en Australie, il va proposer une réinterprétation en fait de la façon dont vivaient les aborigènes. C'est-à-dire que les colons anglais sont arrivés et décrivent dans les premiers récits, leurs premières observations, décrivent le paysage qu'ils voient comme un parc anglais. Donc comme un jardin entretenu, verdoyant, luxuriant, avec des animaux qui paissent, etc. Donc complètement l'opposé en fait, pour ceux d'entre vous qui connaissent l'Australie, de l'image qu'on peut avoir de l'Australie aujourd'hui, qui est brûlée par le soleil, complètement jaune, etc. Et donc Pascoe réinterprète ces sources, qui sont pourtant des sources connues, c'est les sources des colons, en essayant d'y trouver les témoignages de la façon dont les aborigènes, justement, s'occupaient de leur territoire. Et là, on rentre dans une sorte de choses très très fortes en Australie, où quand les colons anglais sont arrivés sur le continent australien, pour pouvoir coloniser tranquillement, donc je dis ça rapidement, mais c'est un peu ça, pour pouvoir coloniser tranquillement, n'ont pas reconnu que les aborigènes, qu'il y avait des êtres humains qui étaient des aborigènes, et que c'est une des raisons de ne pas les reconnaître et de les considérer comme la faune ou la flore, c'était de dire ils ne gèrent pas leur territoire, ils ne font pas d'agriculture, ils ne font pas d'architecture, et donc ce sont des nomades qui ne font que errer sur leur terre, de façon comme ça soumis aux aléas de l'environnement,
Et donc, ils sont une sorte de quantité négligeable. On n'a pas, voilà, c'est pas des gens avec qui on va signer des traités, par exemple. Et cette image-là est très très forte en Australie. Ça a été traduit par le concept latin de terra nullus, la terre de personne, la terre qui n'appartient à personne, ce qui a permis aux Britanniques de planter leur drapeau et de coloniser au nom de la couronne d'Angleterre. Donc c'est pour ça que le travail de Bruce Pascoe est très important en Australie, parce que ça a permis de relire cette histoire à rebrousse-poil, en reprenant ces sources qui pourtant sont les sources de la colonisation, et qui décrivent, comme je vous ai dit, ces espaces verdoyants, des femmes qui ramassent, il décrit des champs de blé qui s'étendent à perte de vue, il décrit des habitations en pierre, des villages en pierre, il décrit le stockage d'aliments. Donc tout ça, c'est des éléments qui ont permis aux anthropologues, à l'époque, donc du 19e siècle, les premiers observateurs, de dire ils ne font pas tout ça, donc ils n'ont pas d'agriculture. Et le fait de dire qu'il y avait des formes d'agriculture, d'aquaculture, etc., ça a fait un scandale absolument énorme en Australie. Et ça, peut-être que Barbara aura envie d'en parler. Mais pour revenir à l'agriculture autochtone, donc en fait, lui, ce qu'il prône, c'est pour lutter contre la salinisation des sols, pour lutter contre ces plantes qui absorbent énormément d'eau, de revenir à ces plantes qui étaient utilisées par les aborigènes, observées donc par ces premiers colons, donc les différents types de grains autochtones à l'Australie, et d'utiliser ces grains-là pour faire des récoltes et pour faire du pain, etc. Et c'est ça qu'il développe avec une sorte de ferme expérimentale en lien avec ce poste à l'université de Melbourne. Oui, ce que tu as dit, il y avait des champs de blé. Mais peut-être certains ne savent pas, il n'y avait pas de blé en Australie. Il y a plus de 120 espèces de céréales différentes avec lesquelles les aborigènes de tout temps ramassaient ces graines, ou parfois dans le désert suivaient le chemin de rêve bien réel, les traces des fourmis qui allaient picorer les graines et qui en faisaient des petits tas. Un petit tas, c'est juste ce qu'il faut pour faire une galette que l'on cuit sur le feu. Donc les aborigènes faisaient du pain. Et donc avec toutes ces espèces-là, effectivement, ce serait extrêmement nourricier que de revenir à cela, alors que les céréales importées ne sont pas du tout adaptées au type de sol australien, qui n'est pas infertile, mais qui est fait autrement que les sols européens, et justement a besoin, c'est adapté en quelque sorte à toutes les espèces qui se sont développées au cours du temps. Il y a certaines plantes dites donc nouvelles et invasives qui se mélangent très bien aussi avec les plantes natives, mais tout ça c'est un peu un art que développe aussi des communautés alternatives avec la permaculture. Donc à ce niveau-là, il est extrêmement triste. J'ai appris que cette expérience dont parle Pascoe dans son livre avec la ferme de grains, eh bien cet endroit en particulier a été détruit par un des méga-feux. Donc voilà, il faut tout recommencer. Mais les méga-feux ont révélé aussi autre chose qui est très très important. Enfin, révélé, il y a des gens qui le savaient, et Pascoe en parle dans son livre. Comme tu as dit, il y avait des villages en pierre, et il y avait aussi des immenses pièges à anguilles qui pouvaient faire plus d'1 kilomètre le long des côtes. Donc on en connaissait quelques-uns, les archéologues avaient travaillé là-dessus, mais avec les feux, on s'est aperçu, ça a dégagé des structures encore plus grandes. Et moi je me souviens, déjà dans les années 80, il y avait des activistes aborigènes qui étaient venus en France et qui essayaient de mettre en avant le fait que les cultures du sud-est, donc qui vivaient un pays beaucoup plus fertile au bord du fleuve, avaient des villages en pierre, et personne ne voulait écouter. Donc c'est ça qui nous intéresse et qui en ce moment est en train de susciter un débat assez désagréable, de violence entre certains scientifiques ou spécialistes qui n'arrivent pas à remettre en question des affirmations qu'ils ont publiées ou énoncées dans des conférences et qui défendent l'idée que les aborigènes ne sont que chasseurs-cueilleurs. Alors ceci dit, dans un livre que j'ai publié en juin dernier qui s'appelle « Réveiller les esprits de la Terre », où je parle de l'Australie, mais aussi de la Guyane et puis de Notre-Dame-des-Landes et d'autres alternatives qui unissent toutes ces luttes-là. En fait, ce que Pascoe montre, c'est que, bien sûr,
il avance un discours comme ça, il nous secoue en disant, voilà, essayez d'oublier vos catégories, essayons de penser les choses autrement. Bon, alors certains lui ont reproché d'avoir une vue trop évolutionniste et de ne pas reconnaître aussi la sagesse des chasseurs-cueilleurs. Alors notamment, il y a des aborigènes du désert qui viennent dire, mais nous, on n'était pas comme dans le sud-est. Oui, ok, vous aviez des villages en pierre, mais nous, on n'en avait pas. Et pourtant, on s'occupait de la terre aussi. Et pourquoi dénigrer le statut de chasseur-cueilleur qui lui-même est déjà en soi, non pas un statut de prédateur, mais tel que nous le vivons, et comme vous pouvez le voir dans les œuvres artistiques, voilà, on a une connaissance du paysage, on a des liens spirituels avec des lieux et avec tout ce qui est vivant, et tout est vivant, pas seulement les plantes et les animaux. Et le titre du livre de Pasco, Dark Inu, donc traduit en français par l'émeu dans la nuit. L'émeu, vous savez, c'est l'autruche australienne, donc un oiseau qui ne vole pas mais qui court très très vite et qui est très bien organisé. Et donc, qui aussi a la particularité, ce sont les mâles qui couvrent les œufs, et donc les femelles sont très autonomes, et c'est elles qui chassent et qui nourrissent la famille. Et donc, mais l'émeu, pour tous les aborigènes d'Australie, je vous ai dit, il y a plusieurs centaines de groupes de langues différentes, avec des milieux différents, et ils sont là depuis au moins 60 000 ans, donc toute cette diversité, elle s'est développée au cours du temps. Eh bien, tous reconnaissent dans le ciel, tel qu'on le voit dans l'hémisphère sud, la marque sombre au cœur de la Voie lactée, à la forme, vue du ciel australien, de la terre australienne, d'un émeu qui vole. Et donc, pour tous, c'est un parmi des centaines d'êtres dits chukorpa, pour les aborigènes du désert, ou d'autres expressions. Et donc, en français, on a appelé, traduit par rêve, totem, etc. Mais en fait, ce sont des figures d'ancêtres avec lesquels certains aborigènes partagent la chair et l'esprit. Et d'autres, ce sera avec des kangourous, qui peuvent être géants. Il y a eu des kangourous géants aussi. Et donc, en fait, cet émeu-là, les traces qu'il laisse au sol, qui correspondent à cette cartographie que vous voyez dans les peintures du désert, mais qu'on retrouve aussi au bord de la mer, sur l'océan Indien, dans le nord-ouest, là, quand la mer s'en va, les traces dans les rochers qui sont submergés l'essentiel de l'année, eh bien, en fait, ont été identifiées par les scientifiques comme des traces de dinosaures à plumes. Il y a 21 espèces différentes de dinosaures qui ont été identifiées là. Et donc, il n'y a que 2 fois par an que la mer permet de voir ces traces. Alors ça, c'est très important, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les aborigènes dans leur système, à la fois très, très différenciés par leurs différentes langues et leurs rituels et leur manière de peindre, etc., en fait, ont quelque chose de commun à travers cet immense continent d'Australie qui tous les relie à des phénomènes qui, pour eux, sont à la fois sur Terre, dans la matière, mais ils disent que cette matière est la même dans le cosmos. C'est-à-dire que, pour prendre que cet exemple-là, l'ancêtre émeu, qui est l'ancêtre de certains groupes humains, en fait, est l'ancêtre des émeus actuels, mais c'était un dinosaure. Et aujourd'hui, l'esprit de ce dinosaure est au ciel. Parce que, comme disent nos astrophysiciens comme Hubert Reeves, nous sommes tous des poussières d'étoiles. Voilà. Donc il y a cette espèce de nouage. Et aujourd'hui, je vous ai évoqué ça tout à l'heure, il y a une célèbre astronome française à qui on attribue d'avoir identifié une constellation qui n'était pas identifiée avant. Mais elle a travaillé avec des aborigènes, il y a d'ailleurs aujourd'hui des aborigènes qui ont fait des études aussi d'astronomie, il y avait des aborigènes qui avaient un nom pour ces étoiles qu'elle a identifiées. Donc voilà, on a vraiment beaucoup à apprendre de tous ces savoirs qui n'ont pas été écrits par les peuples, mais qui se sont transmis pendant des milliers de générations. Oui, c'est peut-être ça qui est troublant, c'est que comme l'esprit occidental est un esprit qui a considéré un beau jour que ce qui séparait l'histoire de la préhistoire, c'était l'écrit, c'était la capacité à laisser une trace pour les générations futures. C'est vrai que c'est troublant de se dire finalement, là, il y a des traces qui datent de plusieurs dizaines de milliers d'années, qui sont probablement plus anciennes que nos traces en Europe, et qui pourtant ne sont pas écrites. C'est probablement très troublant pour un esprit occidental de se dire que des choses si anciennes peuvent avoir laissé autant de traces. Sur ces questions
finalement de ressources de l'environnement. Ce qui était décrit là, c'est vraiment ce tout. En fait, c'est vrai que l'esprit occidental aura tendance à séparer la terre, l'eau, le ciel, à séparer aussi l'homme, les plantes, les animaux. Alors finalement, dans le système global aborigène, si on peut le généraliser, tout ça étant tout, on s'aperçoit effectivement qu'il y a ce que nous on appellerait une gestion de l'environnement. On a parlé de l'eau, on a parlé du feu. On peut peut-être aussi évoquer le fait que pour un certain nombre d'espèces, par exemple animales, se sont régulièrement ont été appliqués des tabous, par exemple. Ce qu'on appelle, nous, avec notre vocabulaire des tabous, c'est-à-dire qu'à certaines périodes de l'année, dans certains groupes, dans certains territoires, pour grossir le trait, je dirais, le chef ou l'aîné de la tribu ou des aînés vont dire que telle espèce ne peut pas être chassée en ce moment. Voilà, ça finalement, c'est pas une histoire simplement de tabou symbolique. Il y a autre chose derrière qui, encore une fois, prouve que cette connaissance de la ressource, aussi en tant vraiment que ressource alimentaire, est connue. Si vous voulez en dire un mot là-dessus. Mais si tu as des choses à dire, je suis sûre, puisque sur la côte c'est très important. Selon les saisons dans les récifs, il y a des poissons qu'on peut manger ou pas, etc. Sinon ça rend malade. Tu penses pas à ça? Bon, c'est dans le Queensland, moi j'ai appris ça. Oui, donc, mais peut-être vous savez, parce que ça existe aussi au Japon. En fait, il y a des moments dans l'année, mais d'ailleurs je sais pas, peut-être ça existe aussi en Europe. En tout cas, c'est très courant dans les tropiques. Il y a un moment de l'année où on peut devenir très très malade, attraper, je veux dire, devenir fou en gros, tellement ça porte sur les nerfs et le cerveau. Si on mange des poissons qui se nourrissent au moment où la mer devient très 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 chaude, donc des planctons et voilà, et qui sont mangés par des poissons plus gros qui eux-mêmes donc du coup prennent ce poison, et que nous humains, on mange ces poissons-là, on peut tomber très très malade, et ça arrive très très souvent sur les côtes nord de l'Australie, enfin dans Queensland en tout cas, mais je pense qu'en Terre-Nardenne aussi, c'est juste que ça n'arrive pas parce qu'ils savent qu'ils ne doivent pas manger ce type de poisson pour les attraper dans les récifs à ce moment-là. Maintenant, pour revenir au désert, vous savez, on mange beaucoup de reptiles, c'est-à-dire toute la variété des lézards, goannas, varans, qui vont de petits comme ça jusqu'à grands comme ça. Et donc, bien évidemment, quand on les attrape, ça dépend des espèces, mais il n'y a pas forcément une saison où les femelles se reproduisent. Donc, on vérifie quand on attrape... si c'est une femelle ou un mâle, et on regarde si la femelle est enceinte, c'est très joli, j'y ai assisté plusieurs fois, on chante à la femelle et on la laisse partir, parce qu'on ne va pas se priver de la reproduction qu'elle porte, voilà. Donc ensuite, en bord de mer, sur le nord-ouest, là où il y a beaucoup de ce qu'on appelle les vaches marines, les dugongs, en anglais. Et ben là aussi, il faut faire très attention. Faut pas les attraper à n'importe quel moment. Les tortues, évidemment, parce qu'il y a des tortues qu'on attrape à un endroit, mais elles ne se reproduisent pas là. Elles doivent faire certaines espèces un très très long voyage pour se reproduire ailleurs, comme chez nous certaines espèces de saumon, etc. Donc et tout ça, puisqu'on parlait c'est pas forcément un tout, mais en tout cas d'interconnexion et de lien. Parce que c'est un système ouvert, on dirait entre deux points, on peut toujours rajouter un autre point. Et donc, en fait, il y a les savoirs consistent, par exemple, à regarder la pousse de certaines plantes de bord de mer ou de bord de rivière, indique que tel ou tel poisson ou autre être vivant ou nourriture de l'eau, ça va être la saison. La position des étoiles, évidemment, va aussi dire c'est le moment d'aller creuser pour aller chercher des ignames. Sinon, voilà, s'il n'y avait pas l'étoile qui indique ce calendrier-là, bon, bah, ça ne sert à rien de creuser, les ignames, on n'en trouvera pas. Donc, cette espèce d'art de la lecture du paysage et des liens entre ce que nous avons séparé comme espèce végétale, minérale, mais aussi les phénomènes atmosphériques, permettent justement d'arriver à ne pas exploiter les ressources. Mais les mythes sont pleins de récits qui parlent d'excès. C'est important.
Ou par exemple, justement sur la côte nord-ouest, dans la région de Bijedenga, c'est des Kalajeri, ils ont un mythe qui dit « Ah, mais à un moment donné, les humains ne mangeaient que de la viande. » Et en fait, ils sont tombés malades, ils étaient tout le temps malades. Et donc c'est un oiseau, le bowerbird, qui leur dit, mais le bowerbird, je ne sais plus comment on dit en français, mais c'est un oiseau qui construit un nid très grand comme en arche comme ça. Il se fait une grande maison et il ramène comme l'épi des choses qui brillent. Et donc le bowerbird, il y a comme un petit labyrinthe à l'intérieur de sa construction. Et il leur dit, mais si vous ne voulez pas être malade, il faut manger des végétaux. Voilà. Alors, c'est un mythe qui va aussi instaurer une complémentarité entre les hommes et les femmes. Parce qu'avant, en chassant, les hommes et les femmes étaient ensemble. Et on le sait, je veux dire, même en Europe, hein, les mammouths étaient chassés par des hommes et des femmes. Et donc, cette spécialisation d'activité entre les hommes et les femmes, mais c'est intéressant qu'en Walpiri, donc langue du désert, il y a un seul mot, wirlini, pisté, pour dire à la fois chasser et collecter. C'est-à-dire qu'on considère que le travail des femmes, qui vont plutôt aller chercher du petit gibier, qui dans le désert, il faut creuser pour le trouver, parce que voilà, on ne va pas courir derrière un lézard en plein soleil, voilà, on va profiter du fait qu'il dort dans la journée pour se protéger du soleil. Donc ils creusent pour attraper à la fois du petit gibier et des tubercules. Et ben c'est le même mot que de courir pour le coup avec une lance pour attraper un kangourou ou un animal qui court très vite. Et c'est intéressant parce que nous, on a voulu créer des systèmes qui dévalorisent ce que font les femmes. Alors, les femmes, elles collectent, elles récoltent, et puis voilà. Or, c'est là-dessus, tu as beaucoup de choses à dire. Sur les femmes. Non, je ne vais pas parler des femmes, mais je vais dire quelque chose sur les Yolngu parce que la nourriture est très importante. La nourriture est très importante. Alors, c'est pas, en fait, c'est le terme de tabou qui me convenait pas par rapport à la situation que je connais, mais c'est tout ce que vient de décrire Barbara sur le fait que y a tel vent qui souffle et telle fleur qui s'ouvre, qui va nous faire penser que les raies sont grosses, fat, hein, qu'elles sont pleines de graisse. Et que donc ça va être effectivement la saison pour les chasser. Il y a une saison du miel aussi, et ça c'est effectivement les femmes qui adorent le miel, c'était la seule source de sucre avant, voilà, à l'époque. Et donc la saison du miel qui se situe au mois de juillet, août, septembre, ça va être des grands moments des expéditions ou des groupes de femmes, hein, souvent c'est des sœurs, des mères, des grands-mères, des petits-enfants, enfin voilà, une famille, mais souvent que des femmes, il peut y avoir des petits garçons, vont partir dans la forêt pour collecter du miel, et c'est des moments qui sont absolument magiques puisque les femmes donc, se séparent comme ça dans la forêt et marchent en regardant en l'air puisqu'elles cherchent des abeilles. Et c'est des petites abeilles... c'est des petites abeilles qui ne piquent pas dans cette région d'Australie et qui font du miel soit en haut des arbres, soit presque au niveau de la souche des arbres. Et donc elles se promènent comme ça en regardant, et quand une femme repère l'abeille, elle crie et tout le monde vient, et donc le miel est ramassé. En fait, elles font leur ruche à l'intérieur du tronc de l'arbre. Donc elles abattent l'arbre et ensuite elles récoltent ce miel avec un morceau de bois ou une cuillère, et elles mettent ça dans des petits contenants qu'elles rapportent ensuite, s'il en reste, au camp pour partager avec des hommes qui ne sont pas venus à la chasse. Donc ça fait vraiment partie de l'imaginaire, hein, dans la région. C'est un des grands plaisirs dans la vie, c'est de savoir à quelle saison on va avoir tel type de nourriture, et les gens vont vraiment dire oh, j'ai envie de manger tel type de crustacés, ou j'ai envie de manger du miel parce que c'est la saison. C'est des choses qu'on retrouve dans les chants, beaucoup. Tous ces chants qui sont chantés pendant les cérémonies racontent très souvent, comme disait Barbara, hein, des êtres ancestraux qui, sous forme humaine ou animale, ou bien d'esprit, vont se livrer à des activités de chasse et cueillette et vont décrire en fait toutes ces émotions qu'ils ressentent en sentant la douceur du miel qui coule dans leur gorge. Enfin, c'est plein comme ça d'émotions et de voilà. C'est des choses qu'on retrouve dans les peintures aussi. Pour faire le lien avec les peintures de la terre d'Arnhem, c'est tout à fait différent
des peintures dont a parlé Barbara, on est dans une région où depuis toujours les gens font de la peinture sur écorce. Donc c'est des écorces d'arbres qui sont détachées d'un certain type d'eucalyptus et qui sont ensuite traitées pour être durcies, aplaties et durcies, et sur lequel on utilise des ocres naturels, souvent des pinceaux qui sont faits avec des cheveux, quelques brins de cheveux. Et donc c'est aussi des histoires ancestrales qui sont peintes sur ces peintures, et très souvent des histoires liées à la chasse et à la cueillette. Et donc les peintures, comme dans le désert, ce sont des peintures qui représentent des lieux, des lieux spécifiques du territoire, sur lesquels on voit une profusion absolument incroyable de vie. Et cette vitalité, c'est justement la nourriture, c'est les animaux qu'on chasse, c'est les ressources qu'on peut cueillir dans les arbres, c'est le miel qu'on représente dans les peintures sous forme de losange, comme ça, qui signifie la ruche de l'abeille avec les alvéoles, avec certains losanges qui sont rouges, qui représentent les alvéoles pleines de miel. Enfin voilà, donc c'est un sujet effectivement. Et comme les chants, les peintures permettent justement de connaître et de transmettre ce savoir écologique aux jeunes générations, puisque en chantant, les chants sont aussi associés à des lieux, et en peignant ces lieux, durant certaines saisons, on sait où trouver la nourriture et quelle nourriture se trouve dans quel type d'environnement. Alors justement, comme tu évoquais cette spécificité des femmes pour le miel, vous, en tant qu'anthropologue femme, est-ce que vous avez des savoirs auxquels vous avez plus facilement accès et d'autres qui vous sont complètement interdits? Le lien avec l'expédition Baudin, encore une fois, peut se faire dans la mesure où, en 1800, on a une expédition d'hommes auquel on donne pour objectif d'observer toutes les populations de manière équilibrée, par âge et par sexe. On leur dit vraiment observer des enfants, des femmes, des hommes de tous âges. Et finalement, quand on observe le nombre des dessins et la part du récit consacré par Perron, on s'aperçoit que les hommes sont très très importants par rapport aux femmes et aux enfants. Donc on peut se demander si c'est vraiment un manque total d'objectivité des savants en question, ou si c'est peut-être tout simplement aussi, ou les deux, liés au fait que certains savoirs féminins, certaines cérémonies féminines, certaines activités féminines n'étaient pas accessibles aux hommes. Est-ce que vous, dans votre quotidien, avec ces groupes, comment ça se traduit? Non, mais je vais passer le micro à Barbara parce que je pense qu'on aura des réponses très différentes pour le coup là-dessus. Oui, dans le désert, les activités masculines et féminines rituelles sont organisées de manière séparée. Donc, dans des anciens écrits, vous aurez l'impression, comme par exemple chez Durkheim, qui reprend des données ethnographiques de son époque. Donc, Durkheim qui a écrit les formes élémentaires de la vie religieuse, il ne parle que des hommes, comme si les femmes n'existaient pas. Donc, le livre sort en 1913. Freud écrit Totem et tabou. Les femmes n'existent pratiquement pas non plus, puis il se plante aussi sur le tabou de la belle-mère, en disant que c'est une métaphore de la mère, alors qu'en fait, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un tabou qui prévient l'inceste père-fille, ce qui est très intéressant au niveau psychanalytique, parce que ce n'est pas du tout la même chose que l'inceste mère-fils, et à la base du complexe d'Oedipe chez Freud. Mais bon, voilà, ça c'était leur préoccupation à l'époque, très patriarcale, donc effectivement, ils ne voient pas. Alors, il ne faut pas oublier aussi que sur les bateaux de ces expéditions, il n'y avait que des hommes. Et donc, quelle que soit la société, si elle fonctionne autrement, comme Jessica va le dire tout à l'heure, et que les activités ne sont pas aussi tranchées entre les hommes et les femmes, et que ce que font les femmes est très très important pour les hommes. Il y avait cette expression en anglais, les rituels étaient traduits par le terme business. Business en anglais, ça veut dire être occupé, busy, mais c'est les affaires aussi. Et les rituels, la base des rituels, c'est les échanges et les alliances entre les groupes. Et donc, du coup, ils avaient traduit le mot terme business comme étant la meilleure manière d'indiquer ce que nous, on appelle rituel. Mais pour eux, qui portent des tas de noms différents, différentes cérémonies, l'échange, quelle qu'elle soit, entre hommes et femmes, entre générations ou entre groupes
locaux différents de la même langue et entre groupes de langues différentes. Et donc il disait, ben, le business des hommes n'est pas la même chose que le business des femmes, mais on a besoin des deux. Et quand il y a eu des revendications territoriales pour récupérer les terres dont ils avaient été chassés, sédentarisés de force, etc., ben, les hommes du désert ont demandé aux femmes de témoigner en justice, puisqu'ils savaient très bien qu'elles avaient le savoir. Alors que quand même, jusqu'aux années 60, une grande partie des anthropologues disaient que l'affaire de la culture, c'est les hommes, que le sacré, c'est les hommes, que les rituels, c'est les hommes. Bon. Mais le problème de l'expédition, je ne pense pas du tout que c'est ça. C'est qu'il n'y avait que des hommes sur les bateaux, et donc il y avait des interactions avec les hommes, et que mettre les femmes en avant, c'était aussi prendre le risque qu'elles soient kidnappées, violées. Oui, les femmes étaient peu visibles, et rendues peu accessibles. C'est seulement quand, ce qui n'est pas le cas de cette expédition, c'est quand les colons restent qu'à ce moment-là, il y a des échanges avec les femmes. Les colons aussi, c'était plutôt des hommes au départ. Et donc, ils avaient besoin de femmes. Et donc, après, il y avait toutes sortes d'arrangements et des histoires d'amour. Et voilà. Mais le fait de nier l'importance des activités spirituelles et rituelles des femmes, ça, c'est vraiment un préjugé qui parcourt encore le discours de certains de nos collègues. Et Barbara a été aussi une des premières femmes anthropologues à faire un travail sérieux avec les femmes aborigènes. Ce qu'elle a pas dit, mais elle a joué un rôle très important justement dans la reconnaissance, en tout cas académique, hein, du rôle des femmes dans ces cérémonies. Là où je disais que la situation était différente, c'est que donc moi je suis arrivée pour faire ma thèse en terre d'Arnhem, je suis arrivée dans un contexte assez particulier qui était celui d'une organisation, une nouvelle organisation qui était créée dans une des communautés, sur une île qui s'appelle Galewunku. Et donc c'était une organisation qui s'appelait le Centre des Savoirs. Et ce Centre des Savoirs, c'était l'idée, on va peut-être revenir dessus après, l'idée c'était de collaborer avec les musées australiens et les musées ailleurs pour recevoir des copies numériques, des photos en fait, des collections, des peintures et des objets et tout ça qu'il y avait dans ces musées pour donner accès à ces informations aux jeunes générations avec des ordinateurs. Donc on était dans les premiers jours des ordinateurs dans ces communautés. Et donc cette organisation qui s'appelle le Centre des Savoirs, c'était dirigé par 5 hommes. Et donc c'était 5 vieux hommes qui n'étaient pas n'importe qui dans la communauté, qui avaient chacun un statut d'expert rituel particulier. Et donc moi quand j'arrive là-dedans, donc j'étais à l'époque une jeune femme, et ça a créé une sorte de décalage entre donc la position d'anthropologue qu'on peut imaginer comme arrivant sur le terrain pour voilà. Et là j'étais vraiment dans une position subalterne hein, par rapport à ces 5 vieux. J'étais à la fois là pour faire les cafés, aller faire acheter du sucre au magasin, répondre au téléphone, rendre service en commandant un truc, voilà. Bon, donc j'avais ce rôle-là. En même temps, c'est comme ça, c'est par cette relation de travail en fait que la relation en fait, s'est constituée avec ces vieux hommes. Mais une chose importante en tant que chercheur qui arrive dans une communauté en Australie, c'est pas propre à l'Australie, mais en Australie c'est très, très présent, on se fait très souvent adopter dans une famille. L'adoption, c'est pas uniquement pour nous faire plaisir, hein, c'est aussi pour que les gens qu'on va côtoyer tous les jours, puisque généralement les terrains de thèse ça dure assez longtemps, hein, ça peut être 1 an, 2 ans, qu'on soit intégré en fait dans le système local et que chaque membre de la société sache comment se positionner par rapport à nous. Et donc, on est dans des groupes, les sociétés aborigènes, que ce soit les Walpiri ou les Yolmu, avec qui je travaille, qui ont ce qu'on appelle un système de parenté, hein, où l'ensemble de la société peut être désigné en termes de parents. Donc, c'est pas uniquement père, mère, sœur, frère, grand-père. Il y a toute une série de termes, en fait, qui désignent des relations qui n'existent pas du tout chez nous, ou qui ne sont pas reconnues comme un type particulier de relation.
Et donc voilà, donc on se fait adopter dans une famille pour avoir une position et que tout le monde sache comment s'adresser par rapport à toi, mais pas uniquement s'adresser, quelle responsabilité ça nous donne aussi à nous, quel devoir par rapport à d'autres personnes, etc. Et donc en tant que jeune femme, j'ai été adoptée par une femme. Et donc mon travail avec ces vieux hommes au centre des savoirs, c'était une partie de ma journée, mais tout l'enseignement que j'ai pu recevoir en termes d'apprentissage, justement de ce système de parenté qui est très compliqué, de ce que je vous ai raconté sur la chasse, la cueillette, etc., m'a été donné par les femmes, et notamment par mes sœurs adoptives, puisque j'ai été adoptée par une femme en particulier qui s'appelle Gaura, et ses sœurs, et que donc c'était en étant avec elles que j'ai pu apprendre les savoirs des femmes comme si j'étais un enfant. Donc ça a commencé comme ça, comme si j'étais un petit enfant qui apprenait à me comporter dans la société. Et donc voilà, moi j'avais en fait ce double rôle, et les femmes très souvent me disaient « mais qu'est-ce que tu fais dans ce centre des savoirs ?» Puisque le savoir est quelque chose qui peut toucher à des savoirs secrets, qui peut toucher effectivement à des savoirs cérémoniels, etc. Et c'était un endroit où peu de femmes allaient, cette organisation, parce qu'elles avaient peur justement d'accéder à certaines informations qui n'étaient pas pour les femmes. Et donc j'avais ce statut très ambivalent en fait, puisque je passais du temps avec ces vieux hommes à faire des choses sur le savoir, et en même temps complètement adoptée et intégrée parmi un groupe de femmes qui m'a vraiment pris en charge émotionnellement, et qui était vraiment là pour m'apprendre des choses de base sur la société. On a compris qu'il est difficile de faire des catégories, quoi qu'il arrive, mais aussi probablement dans le temps. C'est-à-dire que l'approche qu'on pouvait avoir au début du XXe et aujourd'hui, naturellement, est complètement différente, et qu'effectivement, le nombre d'approches et de personnes et de diversité d'approches est de plus en plus grande aujourd'hui, sans doute, dans la rencontre avec des peuples aussi différents. C'est différent. J'aurais souhaité qu'on revienne peut-être, mais c'est brutal, je ne sais pas faire de transition là, justement sur ces questions de ressources et de l'eau, Jessica, peut-être pour justement ce dont tu es spécialiste, et l'exposition présentée dernièrement au musée du Quai Branly a mis en avant les écorces dont tu parlais tout à l'heure, qui évoquent notamment les ressources et aussi peut-être les paniers qui justement sont une très belle écorce avec ce grand panier. Non, je confonds, pardon. Non, vous l'arrêtez? Non, oui. Non, bon, bref. En tout cas, de ces ressources et cette séparation symbolique du territoire, et en fait le lien vraiment entre la symbolique et l'aspect très pragmatique de la description du territoire. Ok. Non, ça va être... Alors, oui. Voilà, pour revenir un petit peu en arrière, j'étais commissaire récemment d'une exposition de peinture sur écorce au musée du Quai Branly, co-commissaire, donc on était 4. Il y avait donc la personne qui est responsable des collections du Pacifique du musée du Quai Branly, et on a travaillé en collaboration, en co-commissariat, avec un centre d'art qui se trouve dans une communauté Yolmu, donc terre d'Arnhem, qui s'appelle Milingimbi. Et donc, la thématique générale de l'exposition, c'était l'eau, justement. On voulait, l'idée, c'était de montrer au public parisien qui connaît davantage les peintures du désert. Et donc, très souvent, parce qu'il y a eu cet énorme succès des peintures du désert, que vous pouvez voir ici à l'abbaye. C'est depuis les années 80, ça a connu un succès international, elles sont représentées dans les plus grands musées, dans les collections d'art contemporain, il y en a qui valent des fortunes, enfin voilà, c'est tout un marché avec des noms qui sont cotés, etc.
Et ce succès des peintres du désert donne un peu l'image, peut-être, que les aborigènes vivent dans le désert, en France, quand on ne connaît pas bien. Et donc l'idée, vraiment de base de l'exposition, c'était de dire qu'il y a aussi d'autres aborigènes qui vivent dans d'autres types d'environnements, donc en terre d'Ardennes. Et donc c'est d'où l'eau, la question de l'eau, et une des premières questions quand on a échangé avec nos collègues aborigènes sur la question de l'eau, on a reçu le premier texte qu'on a reçu, donc on était en période de Covid, ce qui nous a empêché d'aller sur place et ce qui a empêché les aborigènes donc les co-commissaires de venir en France. Donc on a dû échanger par les moyens qu'on a tous malheureusement dû utiliser depuis 2 ans, donc les conférences Zoom, les emails, etc. Et donc on a eu la chance de travailler avec une linguiste qui est allée voir les descendants des peintres représentés dans l'exposition, puisque c'est une collection qui date des années 50. Donc on a travaillé avec les fils et les filles de ces peintres, et pour lui demander qu'est-ce que tu aurais à dire sur l'eau, qu'est-ce que ça représente pour toi l'eau. Et elle a enregistré la réponse donc de cet homme qui était notre co-commissaire, qui s'appelle Joe Damaji, donc un homme d'une 60aine d'années, qui est un peintre, qui est un sage, et dont le père était un peintre prolifique, dont on montrait plusieurs écorces dans notre exposition. Et donc, elle enregistre sa réponse donc en langue Yolngu, elle le transcrit et le traduit en anglais, et elle nous envoie donc ce qui devient un texte. Donc c'était quelque chose qui était dit à l'oral, ça devient un texte. Et la première chose qu'il dit dans ce texte, c'est « Nous avons 2 types d'eau, Dua et Yericha ». Alors ça, c'est quelque chose qui est toujours un petit peu difficile à expliquer. En fait, la société Yolngu et l'univers Yolngu est divisé en 2 parties, Dua et Yericha. C'est ce qu'on appelle des moitiés en anthropologie. Donc tout ce qui existe est soit l'un, soit l'autre. Donc en tant que personne donc adoptée, je fais partie de la moitié Dua, et je dois épouser un homme de la moitié Yericha. Donc tous les animaux, les plantes, les territoires, les ancêtres, les objets, tout ce qui existe est soit l'un, soit l'autre, est attribué à soit l'une, soit l'autre des moitiés. Et donc c'était intéressant que la première chose qu'ils disent, nous avons 2 types d'eau, Dua et Yericha. Il y a les eaux de la moitié Dua, celles qui coulent sur les territoires, donc par exemple une rivière qui coule sur les territoires Dua, et les eaux Yericha qui coulent sur les territoires Yericha. Dans la mer, c'est pareil. La mer est divisée en parties, Dua et Yericha, et un courant, une eau douce, se jette dans la mer, se transforme en eau salée et devient Yericha, passe de Dua à Yericha. Donc il y a une alternance en fait comme ça de ces 2 moitiés. Alors parfois je parle du yin et du yang pour essayer de vous donner quelque chose pour imaginer, mais c'est pas du tout yin et yang, c'est juste pour que vous imaginez comment ça englobe en fait tout ce qui existe. Et donc cette question des moitiés se retrouve dans ce discours, et on s'est dit ça va être en fait c'est ça qu'il faut qu'on fasse passer au public. Donc cette division, c'est quand même des choses qui sont assez compliquées parce que c'est très différent de nous. Et donc comment est-ce qu'on peut traduire en fait cette pensée-là dans le cadre d'une exposition pour faire comprendre cette cosmologie qui est tellement différente de la nôtre. Alors je rajoute, moi femme Dua, j'épouse un homme de la moitié Yericha, nos enfants sont toujours de la moitié du père, donc de la moitié opposée à celle de la mère. Mais la relation entre la mère et l'enfant, Yotu Yindi, ça s'appelle, qui articule toujours les 2 moitiés. Dua et Yericha. La mère et l'enfant, c'est Dua et Yericha. C'est toujours les 2 moitiés. C'est la connexion fondamentale en fait dans la société, cette relation. Et ce qui montre que ces 2 moitiés ne sont pas opposées, c'est des moitiés qui sont complémentaires. Il faut toujours que l'une et l'autre soient présentes. Et donc dans l'exposition, on a mis ça en scène à travers un code couleur, en attribuant à la moitié Dua la couleur rouge, ce qui est fait aussi par les aborigènes localement, c'est-à-dire que durant des cérémonies, les personnes Dua vont se peindre avec une ocre rouge foncé, et le jaune est une couleur qui est attribuée à la moitié Yericha. Je vous parlais de l'abeille tout à l'heure, c'est moitié Yericha, c'est le jaune. Et donc on a exposé comme ça les œuvres de clans appartenant à la moitié Yericha sur un fond jaune, et Dua sur un fond rouge.
Et c'est cette question des moitiés, donc c'est très conceptuel, hein, se retrouver comme ça dans tout le parcours de l'exposition à travers les paroles des descendants des peintres qui décrivent les peintures. Et ça paraît très conceptuel, mais en fait, quand on regarde ce que disent les gens précisément, et c'est là, je pense, que peut-être ta question, en fait, ils parlent de choses extrêmement concrètes pour décrire ça. C'est-à-dire qu'ils vont décrire un environnement où, pour reprendre l'abeille, hein, l'abeille, elle est Yericha, cette abeille-là, il y a deux types d'abeilles, Dua et Yericha. Cette abeille-là, elle est Yericha. Et en fait, la façon dont il va décrire une peinture va nous dire, alors là, l'abeille, elle va butiner les fleurs, elle rapporte le pollen, elle fabrique du miel, et ensuite elle fabrique aussi du miel dans les dunes, et ensuite elle part vers la mer, et elle rencontre une baleine, et l'ancêtre baleine, etc. Et donc des choses assez concrètes qui nous permettent de voir que ces peintures, c'est à la fois des récits mythiques et tout ça, comme je vous disais, des cartes du territoire, mais c'est aussi des choses très concrètes, quoi, qui s'appliquent, en fait, qui sont le savoir d'un clan qui appartient soit à la moitié Dua, soit à la moitié Yericha. J'aimerais bien rebondir là-dessus parce que, contrairement au Yolngu, il n'y a pas une façon nominale de désigner les moitiés dans le désert, mais elles existent en termes de relations. C'est-à-dire que, de même, les enfants, garçons ou filles, héritent plutôt donc du Jukurpa de leur père, et donc ils sont Kirda, c'est l'expression qui va être utilisée, en relation donc de père. Donc ils ont une relation de paternité eux-mêmes et de fraternité avec des lieux qui sont associés à ce totem rêve. Mais ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent sur leur territoire. Ils ont besoin des Kurdungulu, et Kurdungulu, les enfants d'eux. Donc ils ont besoin des maternelles, donc aussi bien des neveux maternels que de la mère et de l'oncle maternel, mais aussi des époux qui sont dans ce rôle-là, qu'en anglais ils ont traduit par manager. Donc il y a les boss, par la lignée paternelle, de l'ensemble de la moitié qu'ils considèrent comme frères et pères, ou tantes paternelles et sœurs, et puis l'autre moitié qui deviennent donc leurs managers. Et avec le temps, le terme en anglais a changé, c'est aussi leurs policemen, leurs policiers, puisqu'ils ont c'est eux qui déterminent les lois pour eux, enfin qui font la loi, pas au sens définitif, mais qui s'assurent que les choses se passent bien, qui contrôlent au moment des rituels. Ce sont aussi les lawyers, les avocats, parce que du coup, ils protègent aussi la loi. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est essentiel au niveau de la gestion du territoire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être maître chez soi sans faire appel à des alliés qui ont le savoir et l'autorité de faire en sorte que l'équilibre soit préservé. C'est extraordinaire, non? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut pas s'enfermer sur soi parce qu'on est propriétaire. Hein? C'est-à-dire on s'identifie avec certains lieux, on a un lien spirituel avec certains lieux et certaines espèces, mais par exemple on ne peut pas, enfin je parle des Walpiri et de leurs voisins, on ne peut pas couper un arbre de sa terre. On a besoin d'un allié, donc quelqu'un qui est dans l'autre moitié, comme disait Jessica, donc qui est en relation de mariage ou en relation d'enfant ou de maternelle, pour pouvoir couper l'arbre. On ne peut pas faire une cérémonie juste entre soi, entre tous les gens qui sont émeux, ou qui sont kangourous, ou qui sont pluies, ou qui sont Iliam. On a besoin d'alliés qui, eux, sont d'un autre totem rêve pour pouvoir faire une cérémonie. Et donc, quand le système australien a permis, à partir de 1976, de faire des revendications territoriales, les Walpiri et les autres groupes du désert sont arrivés au tribunal en disant ben nous on a des kirdas, donc c'est que vous avez traduit par les owners, les boss, les propriétaires de telle ou telle terre, mais on a aussi des kodungulu, c'est nos managers, et nous on veut que le papier qui va nous signer la restitution des terres liste à la fois ce que vous appelez les owners, les propriétaires, et ce que vous appelez les managers, parce que nous on a besoin des paternels et des maternels. Sinon, le système de gestion foncière ne fonctionne pas. Et l'État a répondu, ah ben non, c'est pas la peine, puisque vous avez tous des terres par le père,
Ça vous suffit? On va juste découper des parcelles de restitution de terre en ne vous listant que par rapport à vos relations Kirda. Eh bien, c'est une façon de commencer à casser le système. Vous imaginez? Et le résultat de ça, ça veut dire quoi? C'est très important. C'est pour ça que quand vous voyez ces peintures du désert extraordinaires, vous avez vu, outre les cercles, il y a les lignes. Ça fait des réseaux. Et donc la terre, bon, effectivement, on peut peut-être regarder les peintures en se disant « Ah, ça fait des parcelles de couleurs ». Mais c'est pas ça. Ça fait des réseaux de lignes. Et donc de lignes qui sont en relation de parenté entre elles. D'accord? Donc il y a des lignes qui sont frères-sœurs entre elles. Il y a des lignes qui sont en relation de mariage, des lignes qui sont en relation de paternité-maternité. Et c'est pareil dans le paysage des Yolngu. C'est-à-dire, c'est pas comme si c'était, il y a la moitié. Il y a des anthropologues qui n'ont rien compris, hein, qui ont fait des dessins où on voit le territoire découpé en deux. Hein, ils disent, il y a une moitié, il y a la moitié du territoire qui vous... Non! C'est un réseau hyper complexe de lignes entrecroisées. Et donc, du coup, on peut être dans un lieu où il y a plusieurs lignes qui se croisent, aussi bien de paternelle et de maternelle. Pour les uns, ce rocher pris sur son flanc gauche, c'est du côté paternel, et pris sur son flanc vers l'est, enfin je dis gauche, là, ce qui compte c'est l'ouest et l'est, le sud et le nord, et ben c'est la ligne des maternelles. Et donc il y a une négociation sur les droits à une centaine de mètres de près, d'accord? Mais un groupe est propriétaire d'une ligne sur 200 km, sauf que cette ligne, elle est croisée par d'autres. Donc c'est extrêmement complexe. Et donc, au lieu de reconnaître ce système complexe de gestion des terres qui sans écriture, encore une fois, correspondait à des cartes mentales, mais extraordinaires du paysage, hein, parce que les Walkiri, 4000 personnes, traditionnellement dans le désert, propriétaires d'un territoire de 600 km nord-sud, 300 km est-ouest, avec des milliers de sources nommées, attribuées à des centaines d'espèces différentes de végétaux et d'animaux. Voilà, toute cette cartographie-là, tout le monde n'avait pas la vision encyclopédique de l'ensemble, hein, d'accord? C'est situé, c'est-à-dire que chacun connaissait, je ne sais pas moi, des dizaines de lignes qui correspondaient à ses parcours. Et donc c'est l'ensemble de la société, et ensuite en âge, les anciens, qui avaient ce savoir encyclopédique. Et chaque vieux qui meurt aujourd'hui, c'est une encyclopédie qui meurt, vous imaginez bien. Parce que dès lors qu'ils ont été sédentarisés de force, ils n'ont pas pu parcourir des centaines de kilomètres tous les ans, et que sont arrivés les bœufs qui étaient en compétition avec les kangourous, et les plantes qu'on a fait pousser qui ont étouffé les plantes natives, et donc il y a plein de savoirs qui se sont perdus. Mais bon, tout n'est pas perdu, disaient les aborigènes, parce que tout est dans le rêve, et que même si ça n'a pas été transmis par la pratique, qui est très importante, hein, ils se disent aussi responsables, au même titre que la violence de la colonisation, du fait de n'avoir pas réussi à continuer certains rituels qu'on leur a interdit de faire, hein, ça. Mais il y en a plein qui se considèrent comme responsables. Mais d'une manière générale, ils disent, puisque tout ça est dans le rêve, dans l'espace-temps du rêve, si on rêve, on va retrouver tout ça. Et quand des délégations viennent ici, et que les gens leur demandent comment faire pour sauver la planète, tout ça, ils disent, écoutez vos rêves. Et de manière pragmatique, Jessica, toi tu avais travaillé sur justement un archivage numérique. Là on n'est pas dans le rêve, on est dans quelque chose de très concret. Tu peux peut-être nous parler de ça? Ouais, on est dans le très concret, mais en même temps, on est complètement dans la créativité aussi. Puisque donc, je vous en ai dit deux mots, moi j'ai donc cette organisation, le Centre des Savoirs, hein, l'idée c'était une idée des vieux, hein, des anciens, d'utiliser les ordinateurs, qui étaient, donc on est au début des années 2000, les premiers ordinateurs arrivent dans les communautés, Internet arrive à ce moment-là. Donc ça c'est l'Australie. Hein. L'Australie c'est un pays qui a très rapidement équipé, qui s'est équipé en infrastructure, y compris dans les communautés aborigènes isolées, ce qui n'a pas manqué de provoquer des graves préoccupations en fait chez les anciens. Mais là en fait ils ont décidé d'utiliser cet outil-là
pour transmettre la culture. Et ce qu'ils voulaient transmettre, en fait, c'était ce qu'ils considéraient être comme tout le savoir qui était sorti, justement. Donc, il faut savoir que la terre d'Arnhem, comme d'ailleurs chez les Walpiri, c'est une région qui a été beaucoup étudiée par les anthropologues. Donc, depuis l'arrivée des premiers Blancs dans cette région, donc on est dans les années 1920, c'est des missionnaires qui établissent des missions, un certain nombre de missions dans cette région qui est vaste comme le Portugal, donc c'est aussi des très grandes surfaces, donc qui établissent des missions méthodistes. Et c'est les premiers contacts permanents avec les Blancs. Il y avait eu aussi quelques incursions par des sortes de fermiers australiens qui voulaient établir des stations de bétail. Ça s'était généralement très mal passé, pour les fermiers comme pour les aborigènes. Il y a eu des massacres, mais les entreprises de ferme ont totalement échoué. Donc les premiers Blancs permanents qui s'installent, c'est des missionnaires. Dès que les missionnaires arrivent, les anthropologues arrivent derrière eux. Donc on a les premières ethnographies, les premières sources documentées sur l'ethnographie des Yolngu, c'est 1931 la première, un terrain qui a été fait en 1926. Donc vous voyez, c'est très rapide. Et depuis, il y a eu des anthropologues de façon assez continue. Donc que font les anthropologues quand ils vont faire du terrain? Ils prennent des photos. Avec l'évolution de la technologie, ils prennent des photos, ils font des enregistrements. Donc d'abord, c'est des enregistrements sur bande de cire, les premiers enregistrements. Ensuite, la technologie évolue, on a des cassettes, on a on filme sur des films, maintenant c'est du numérique, etc. Et ils font des peintures sur écorce. Donc les peintures sur écorce, ça arrive aussi, c'est le boom, c'est avec l'arrivée des missionnaires qui encouragent en fait la production de peintures sur écorce pour l'extérieur, pour créer un revenu supplémentaire dans les missions. Donc il y a des milliers et des milliers de peintures sur écorce qui sont dans les musées du monde, puisque en Europe et tout, il y a un engouement pour cette peinture. On se dit, on était en plein on est dans les années 30, 40, 50, l'art primitif, etc., les origines de l'art. Et donc la plupart des grands musées d'ethnographie, donc c'était le cas ici au musée national des arts d'Afrique et d'Océanie, qui a fait une grande collection de peintures sur écorce qui est aujourd'hui au musée du Quai Branly, mais la plupart des grosses institutions ont des peintures. Donc l'idée des Yolngu, c'est en fait d'utiliser les nouvelles technologies pour négocier avec les musées de prendre des photos de toutes ces peintures, donc une demande de restitution numérique. Donc on n'est pas dans les questions de restitution comme on peut entendre pour l'Afrique aujourd'hui, ça c'est autre chose dont on pourra peut-être parler après. On est vraiment dans une demande d'avoir accès aux collections de leurs pères et grands-pères, puisqu'on est dans les années 1920 pour les plus anciennes, donc c'est les pères et les grands-pères de la génération actuelle. Et donc se met en place ce système qui pose en fait toute une série de questions très importantes justement sur qui peut avoir accès à quoi. Puisqu'on est dans une société, on vous l'a un peu expliqué, où le savoir n'est pas libre et accessible à tous. Chaque clan a son propre patrimoine, ses propres chants, ses propres peintures, ses propres danses, etc. Les hommes et les femmes n'ont pas toujours les mêmes droits, dépendant de si on est un enfant ou un vieillard, on n'a pas accès au même type de savoir. Donc il y a toute une réflexion qui s'engage autour de cette restitution numérique et comment est-ce qu'on crée une archive aborigène. Quels sont les enjeux en fait pour la population locale d'avoir cette archive aborigène. Donc là où je dis que ça vient avec une très grande créativité, c'est que ce système, cette archive a fonctionné pendant pas très longtemps, pendant 3 ans. Après, le financement du gouvernement s'est arrêté et donc il ne pouvait plus entretenir l'organisation. Mais une autre archive aborigène existe dans cette région qui est toujours active et qui fait des choses extraordinaires. Mais ce qui est absolument formidable, c'est que le retour de ces anciennes peintures, et encore une fois, ce sont des peintures, c'est important d'appuyer là-dessus, c'est des peintures de gens qu'ils connaissent, puisque c'est des parents à eux, c'est leurs grands-parents, etc. Donc ces peintures sont réappropriées, notamment à travers la création artistique contemporaine, et c'est ça qui est extraordinaire. Donc à la fois, elles vont venir inspirer des nouvelles œuvres, et comme disent les Yolngu, c'est pas parce qu'on a oublié comment peindre ces peintures qu'on veut les retrouver. C'est pas du tout ça dont il s'agit. On veut les retrouver parce qu'on veut savoir comment mon grand-père peignait cet ancêtre ou ce mythe particulier. On veut savoir quel était pas son coup de pinceau, j'allais dire sa plume, mais comment est-ce qu'il interprétait tel mythe sur une peinture. C'est comme un album de famille, en fait, d'une certaine façon. C'est retrouver ces traces-là et ça va venir nourrir la création. Pas que la création
à travers la peinture, mais aussi la création vidéo. Il y a des choses absolument incroyables qui se sont faites au niveau du cinéma, hein, par des jeunes réalisateurs qui vont récupérer des enregistrements de chants, par exemple, de leur grand-père. Et aussi à travers ça va venir nourrir les cérémonies, puisque les Yolngu vont dire, quand on voit ces peintures, même si c'est sur un écran d'ordinateur, en fait, elles nous parlent, les esprits nous parlent, et donc ils auront envie de recommencer à interpréter ces esprits particuliers dans leur cérémonie, et donc de faire revivre en fait les esprits des peintures à travers le rituel. Donc c'est quelque chose d'extrêmement dynamique, et contrairement à ce que moi j'ai beaucoup entendu dans le cadre de mon travail, hein, est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça vienne figer la culture, le fait qu'ils aient ces archives, une façon de faire des grands-pères qui serait mieux qu'aujourd'hui. Et en fait, dans mon expérience, hein, et ça fait plus de 20 ans que je travaille sur ce terrain, c'est absolument pas le cas. Ça ne fige pas, on ne considère pas que ce qui était fait avant est mieux que ce qui est fait maintenant. C'est tout aussi, c'est tout aussi bien, ce qu'on fait aujourd'hui est tout aussi bien. On le fait différemment, mais c'est tout aussi bien et ça a autant de valeur. Et ça fait écho à ce qui se passait avant, ça poursuit en fait. Ça poursuit ce que faisaient déjà leurs ancêtres. On avait dit qu'il y aurait une discussion avec la salle, il est déjà 8h moins 10. J'aimerais bien entendre des questions de la salle. Dans tout ce que vous avez appris des cultures, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont demandé de garder secret? Vous n'avez pas le droit de révéler. Comme disait Jessica, même si elle a appris beaucoup de choses avec les femmes dans le désert, au niveau de la vie rituelle, c'est beaucoup plus marqué le savoir des hommes et le savoir des femmes. Et donc, les hommes ne sont pas censés dire aux femmes ce qu'ils font, et les femmes non plus aux hommes. Et donc, en tant que femme, en étant autorisée à passer du temps avec les femmes dans les cérémonies de femmes, en 79, j'avais une caméra 16 mm mécanique qui se remontait avec une manivelle, donc sans son. Et donc, je faisais des films expérimentaux avant. Donc, au départ, j'avais voulu faire des films expérimentaux pour restituer la magie du rêve, les effets de condensation, superposition, tout ce qu'on veut. Donc, j'ai commencé à filmer image par image et j'ai fait développer une bobine de 3 minutes. Hein, c'était des caméras dans lesquelles on pouvait avoir que 3 minutes. Et des plans de pas plus de 30 secondes. Il fallait remonter à la manivelle pour relancer la caméra. Donc j'ai fait développer, je leur ai montré, elles m'ont dit mais ça va pas, tu nous prends pour des folles, parce que j'avais fait des trucs image par image, donc en changeant le rythme, avec des superpositions et tout ça, elle dit mais tu vas filmer normalement. Si tu veux filmer, tu vas filmer normalement. Mais une fois que tu auras fait ça, c'est pour nous. Les femmes, et tu pourras le montrer aux femmes de ton pays, mais pas aux hommes. Et donc, j'ai fait ça. Normalement, je ne sais pas ce qui est normal, mais en tout cas, j'ai changé le rythme. Je n'ai pas fait d'image par image. Voilà. Et pourquoi est-ce que c'était important? Parce que tous ces chants rituels et ces danses, la pulsation, elle est essentielle. On ne peut pas changer le rythme comme ça. On ne peut pas jouer avec. Hein. Voilà, par exemple, si on évoque un moment de l'année où il faut aller très très vite pour aller d'un point d'eau à un autre, et donc en gros il faut marcher 100 km sans boire, et donc il fait très chaud dans la journée, donc on voyage de nuit et on cavale, et là, le jour quand il faisait très très chaud on s'enterrait une partie du corps pour pouvoir l'hydrater, etc. Donc ça, le chant va restituer quelque chose de cette vitesse et de ce rythme, alors que si on arrive à un moment du voyage des ancêtres, à une autre période de l'année où on peut très tranquillement se faire 2-3 km, camper, repartir, il y a de l'eau partout, on ne va pas chanter avec la même vitesse. Donc voilà, tout ça est très important. Alors, le secret, il a fallu que je le respecte pendant plus de 20 ans. C'est-à-dire que non, il ne fallait pas montrer ces images à des hommes. Et puis, un peu le même phénomène que Jessica a connu chez les Yolngu, quand arrive l'Internet, le multimédia, en 1995, moi je me suis lancée dans la restitution de tous mes enregistrements, films, audio, textes,
pour restituer aux aborigènes, parce que partout, hein, dans le monde, depuis longtemps déjà, même pendant mes études dans les années 70, ça dépendait où est-ce qu'on faisait ses études, mais disons à Paris 7, à Jussieu, dans le département de Robert Gelin, c'était un souci de faire des recherches qui soient utiles au peuple avec qui on travaille, et non pas de prédation pour aller faire n'importe quelle interprétation. Donc il y avait cet engagement vis-à-vis de ces populations-là. Et donc, je voulais restituer, et donc le multimédia s'y prêtait très bien. Mais il y a tout de suite eu des blocages de la part de toutes sortes d'institutions, d'activistes, enfin, de gens qui au départ, et sans doute pas à tort, étaient très très méfiants de ce qu'allait devenir l'Internet, hein, parce que là on est vraiment au début de l'Internet, hein, au milieu des années 90. Et donc, qui ont alerté les aborigènes sur le danger de la diffusion. Donc il y a eu des années de négociations sur qu'est-ce qui pouvait être rendu public, pas public. Mais comme eux ont aussi eu accès à des documents numériques, et notamment de peuples en lutte autochtones ailleurs, ils ont commencé à s'intéresser, c'est avant l'arrivée des téléphones portables, hein, on n'est que dans l'Internet. Qui donc arrivent en 97 à la Jamani, enfin les ordi. Et donc la possibilité de l'hypermédia. Et donc ça plaisait beaucoup aux anciens. Ça plaisait beaucoup aux anciens parce que l'avantage, c'est qu'ils ne savaient pas lire et écrire. C'est qu'ils n'avaient pas besoin de lire et écrire pour pouvoir naviguer. C'est-à-dire que moi j'avais développé des choses avec des espèces de cartes schématisées, on cliquait sur des images pour entendre le son, on avait un chant et on cliquait sur un mot d'un toponyme, on arrivait sur une peinture et un rituel ou de femme ou d'homme, etc. Donc c'était construit comme ça en réseau, horizontal, pas comme beaucoup d'architecture de l'époque du multimédia qui restait très arborescente. Ils adoraient ça, les anciens. Et les jeunes, et bon, il y avait quoi là-dedans dans ces infos? Bon, en gros, ce que j'avais numérisé, c'était à peu près 14 heures de navigation, tout média. Et donc, en choisissant 14 constellations comme ça de rêves qui correspondaient à peu près aux groupes locaux principaux des Waipiri. Et donc, les anciens étaient ravis parce que ça leur plaisait beaucoup que ça montre ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire le système de réseau et les interdépendances entre les gens. Et les jeunes, qui eux savaient lire et écrire, qui avaient participé aux négociations avec les compagnies minières, avec l'État, qui était toujours dans les meetings, toujours en train de se battre par rapport à la reconnaissance de leurs droits, contre les violences policières, etc., disaient mais tu vas donner ça à n'importe qui ils vont apprendre ce que c'est que notre culture, tous nos secrets vont être dévoilés. Et il y avait un conflit générationnel dans les échanges. Parce qu'ils avaient l'impression que, parce qu'il y avait des choses qu'ils ne connaissaient pas, c'est comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, le savoir n'est encyclopédique pour personne. Et donc ils avaient l'impression qu'allait dévoiler des secrets. Et les anciens leur disaient non, c'est pas des secrets qui sont dévoilés. Elle dit des choses pratiques que vous ne savez plus parce que vous ne les faites plus, mais c'est ça notre savoir. Et c'est qu'une toute petite partie de l'encyclopédie qu'ils ont. Et à ce moment-là, il y a eu des réunions de conseil et tout, les hommes, les femmes, et il y a quelqu'un qui a fait remarquer, non, mais le problème, c'est pas le contenu, c'est qu'on dise aux autres comment on fonctionne. C'est la clé, que notre force, c'est le réseau. Et c'est vrai. Mais en même temps, c'est pas ça qui les rend vulnérables. Mais ils avaient l'impression d'un seul coup que eux étaient en train de comprendre qu'ils fonctionnaient en réseau, que c'était ça leur richesse, et que donc, d'une certaine manière, ça les rassurait parce qu'ils voyaient leurs lacunes, mais ils voyaient aussi la force du système qui d'un seul coup était comme ça rendue palpable par ce truc numérique. Et donc, il a commencé à avoir des négociations, les femmes ont pris ça en main de manière très intéressante, et donc c'est elles qui m'ont dit, ah maintenant tu vas pouvoir, on va décider quoi, mais certaines choses que j'avais filmées, des rituels féminins, on va pouvoir les mettre sur ce CD-ROM. Donc c'est devenu aussi un outil d'apprentissage à l'école pendant quelques années. Bon, aujourd'hui ils ne s'en servent plus parce que c'est plus les mêmes ordi, il faudrait tout reprogrammer, voilà, c'est comme ça. Mais en tout cas,
c'est quelque chose dont ils étaient extrêmement fiers. Et alors les toutes jeunes générations, pour eux, ils n'en reviennent pas de la richesse de ce qui est capté dans cette espèce de dispositif numérique. Et, bon, déjà, ils sont hyper contents de voir leurs parents plus jeunes, petits, leurs grands-parents, etc. Bon, ça, c'est l'effet album de famille. Mais après, tous ces liens, la beauté des peintures corporelles, la beauté des rituels, voilà, ils sont hyper fiers de ce programme. Alors qu'au départ, je l'avais programmé avec un collègue de l'IRD pour Internet, et ça a été bloqué, et c'est devenu un CD-ROM. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils avaient peur qu'avec l'Internet, ça aille dans le monde entier. Maintenant, ils m'ont demandé, les jeunes, que le CD-ROM aille sur Internet. Bon, c'est trop tard. On faudrait tout reprogrammer, et donc ça prendrait 1 an, 2 ans, et on n'a pas les sous. Pendant que quelqu'un d'autre préparait une question, je vais juste dire un mot aussi sur le secret. C'est une question qui est fondamentale, évidemment, en anthropologie de façon générale, pas que en Australie. Je pense qu'on est aussi, on a un code éthique qu'on respecte pour la plupart d'entre nous, peut-être pas tous. En Australie, c'est particulièrement surveillé, en fait, y compris par les communautés aborigènes qui... Comme je vous l'ai dit, donc d'une part, il y a ce côté protocole éthique qui est assez lourd en Australie pour travailler dans des communautés. D'autre part, de la part des communautés elles-mêmes, comme je vous l'ai dit, dans beaucoup d'entre elles, ils ont l'habitude des anthropologues, ils savent parfaitement ce que c'est qu'un anthropologue. Donc, ils disent ce qu'ils ont envie de dire. Et on doit, en tant qu'anthropologue, de plus en plus signer quand on fait par exemple un entretien, ce qu'on appelle d'obtenir le consentement éclairé de la part des personnes avec lesquelles on parle, etc. Et puis alors après, quand on travaille depuis très longtemps sur un terrain, comme c'est le cas pour Barbara et moi, il y a une relation évidemment de confiance mutuelle qui se crée avec les gens. Donc voilà, qu'on respecte aussi en tant que professionnel dans notre métier. Après, la question du secret, elle est extrêmement importante pour tout ce qui concerne, par exemple, les musées en Australie. Donc c'est un aspect qu'on a peu abordé, mais tout ce qui concerne, par exemple, les objets rituels secrets, qu'on trouve d'ailleurs essentiellement dans le désert. Il y a un type particulier d'objet qui, pareil, était vraiment au cœur d'un engouement absolument incroyable pendant la seconde partie du 19e et le 20e siècle, qui s'appelle les Churinga. C'est des objets rituels d'hommes secrets, etc., qui sont extrêmement puissants, que les musées australiens, depuis les années 90, doivent restituer à leurs propriétaires aborigènes quand c'est demandé par les communautés. C'est pas toujours demandé parce que c'est des objets qui sont tellement puissants et tellement secrets que parfois les gens ne savent pas quoi en faire, tout simplement. Mais ces objets-là, quand ils sont conservés dans les musées, parfois à la demande des communautés, ils sont dans des salles spéciales qui sont fermées à clé, dans des placards spéciaux fermés à clé, dont seules certaines personnes ont la clé et tout le monde ne peut pas y accéder. Donc c'est des choses qui sont prises très au sérieux par les institutions australiennes. Et c'est à la fois les objets, mais c'est aussi tous les types de savoirs, donc les écrits, les enregistrements autour de ces objets qui vont être, dont l'accès va être particulièrement difficile et souvent soumis à des demandes. Si par exemple moi en tant que chercheur je veux consulter ces objets, donc je pense que si par exemple je veux consulter des objets d'hommes, je pense que j'aurais pas la permission parce que il y a cette affaire de genre. Mais même des carnets de terrain ou des données collectées par des anthropologues hommes, etc. Il faut avoir l'accord en fait des descendants ou des personnes qui ont été nommées comme descendants ou propriétaires de ces objets, etc. Donc c'est des choses extrêmement importantes en Australie effectivement et qui sont tout à fait prises au sérieux par à la fois les anthropologues et les institutions. Je voudrais juste rajouter, parce que si vous voyez des films australiens à la télévision, au cinéma ou sur le net, souvent vous aurez, quand je dis australien, c'est fait par des aborigènes ou non, vous aurez, et dans les musées aussi, vous aurez au début, faites attention, il y a des personnes qui sont décédées,
Et donc, ça peut, je ne sais plus quelle est la formule, mais de ne pas montrer ces images dans n'importe quelle circonstance. Alors, pourquoi? C'est parce que, bon, d'abord, ça touche les personnes qui sont endeuillées, mais d'une manière extrêmement violente, mais ça empêche aussi l'esprit du mort d'aller où il doit aller. Et donc ça, c'est un tabou, puisqu'on parlait de tabou tout à l'heure, mais qui est commun à toute l'Australie. Et donc, à la mort d'une personne, bon, ça s'articule différemment selon les régions, mais disons dans le désert et dans le nord-ouest, c'est comme ça. À la mort d'une personne, il ne faut plus prononcer son nom, ni rien d'autre qui, homophoniquement, sonne comme son nom. Alors, comme beaucoup d'aborigènes ont des prénoms anglais, avec la missionnarisation, qu'ils soient baptisés ou pas, mais c'est dans les registres, hein, ça a été fait comme ça, y compris par les fermiers, qui l'ont appelé par des noms anglais. Et bien donc du coup, je vous donne un exemple, Francis meurt. Quand j'arrive en 79 et on me demande, les gens me demandent, tu viens d'où? Je dis France. Oh, et donc j'ai compris très vite, Kumanjai. Et ça veut dire sans nom. Il ne faut pas prononcer France, parce que ça sonne comme Francis. Et ça, c'est un tabou qui va durer 2 ans. Donc on remplace par l'expression Kumanjai. C'est comme autrefois, il y avait un jeu télévisé il y a bien longtemps, c'est Schmilblick, il fallait deviner le mot. Ben, vous voyez, imaginez dans la société, comme il y a tout le temps des gens qui meurent, et tout le temps des tabous qui sont là depuis 2 ans, qui s'enchaînent, il y a plein de choses qui sont Kumanjai. Alors parfois, c'est quand même très embêtant, parce que de ne pas prononcer ce mot-là qui est très utile dans le quotidien, on va prendre un mot des voisins, ou un synonyme. Bon, dans la langue elle-même, il y a des synonymes aussi. Alors, je vous donne un autre exemple. J'en parle dans mon premier livre qui s'appelait Les rêveurs du désert. Pareil, 79. Il y a un homme qui meurt qui s'appelle Laurpa, un ancien. Et pour dire non, la négation, on disait Lawa. Et bien, imaginez que du jour au lendemain, adultes et enfants ne disent plus, en français, imaginez, non. C'est extraordinaire. On ne pouvait plus dire Lawa. Donc, ils ont commencé à dire Walkou, qui était une autre façon de dire non chez des groupes Walpiri, mais du Sud. Tranquille. Et donc, c'est pas par hasard que le rêve est si important. C'est un travail constant sur les mots et les images. La vie. Moi j'avais une question. Quelle place occupent les plantes en tant que faisant partie vraiment d'un patrimoine culturel vivant? Est-ce qu'il existe une régulation des savoirs en termes de qu'est-ce qu'on peut utiliser ou pas, est-ce qu'on a le droit d'utiliser aujourd'hui l'utilisation autour du ticuit, plusieurs plantes comme ça, mais voilà. Oui, je peux raconter une anecdote très rapide. Il y a en anglais quelque chose qui s'appelle en anglais bush tomato, partout en Australie, et c'est différentes espèces de tomates natives qui ne ressemblent pas à nos tomates, mais dans le désert du Tanami, c'est un fruit qui est vert vif, qui a priori se croquerait comme une pomme, mais on ne peut pas le faire ça parce qu'il faut d'abord le couper et enlever des graines qui sont à l'intérieur, qui sont empoisonnées. Et donc, d'ailleurs, les Walpiri, qui ont très peu d'objets matériels, ont une cuillère en bois spéciale que pour ça. Parce qu'il ne faut jamais la mettre dans la bouche. Hein. Elle ne sert qu'à enlever les graines. Ce fruit-là, ce fruit-légume, ce végétal, délicieux, hein, à manger, très, très hydratant et très riche en vitamines diverses, ne pousse que pendant 1 mois de l'année, vers avril, c'est-à-dire après les pluies. Et donc, il y en avait des centaines sur des arbustes les uns à côté des autres. Donc j'avais fait une grande récolte avec les femmes. On était une trentaine de femmes, on avait rempli en 3 jours l'équivalent de bidons qui remplissaient un immense camion à bétail. Et donc, il y avait les tomates elles-mêmes, et puis, le soir, parce que la nuit tombe vers 5 heures, on s'asseyait, on les coupait en 2, et on enlevait les graines qui tombaient par terre, d'accord ?
enfin, ou sur le sol. Et elles étaient enfilées comme des figues sur des baguettes. Et donc là, quand j'y suis retournée la dernière fois, en 2018, parce que depuis avec le confinement, je n'ai pas pu y retourner, je dis aux femmes, je demande aux femmes, alors vous êtes allées en avril dernier récolter les tomates? Elles me disent, non, il n'y en a plus. Je dis, mais pourquoi il n'y en a plus? Je me suis dit, ah, c'est les mines, ouais, il y a tous les trous de forage pour la recherche d'or, de pétrole, etc. Elle me dit, mais non, mais parce qu'en fait, on n'y va pas assez nombreuses, depuis des années. Et donc, eh ben, les graines noires n'ensemencent plus la terre. Et donc, les arbustes à tomates ne poussent plus. Vous voyez, alors, en fait, on a fait la boucle. Parce que qu'est-ce que c'est que ça, si c'est pas de l'agriculture? Enfin, je veux dire, sans le faire, hein, c'est un mois par an, faut aller là, depuis des siècles, et pour qu'il y ait cette espèce de vendange possible, de cet immense champ sauvage de tomates sauvages, de brousses, eh ben, il faut que les femmes fassent le boulot de semer des graines, tranquille, assises autour du feu, en ouvrant les tomates, mais c'est ça. Et donc, ça c'est un tout petit, c'est un exemple parmi des tas d'autres. Je suis sûre que Jessica a d'autres exemples. Mais on va peut-être arrêter. Une dernière question peut-être? Alors une petite dernière question peut-être, tout à l'heure, je crois qu'il y en avait une. Oui. C'était plutôt d'un point de vue du coup des langues. Comment vous avez fait pour communiquer? Du coup, je suppose qu'il y a un traducteur anglais et qui parle la langue de la tribu, mais vous-même, vous avez appris directement sur le tas ou vous avez fait quand même des recherches C'est la question pour nous deux. Oui. Ouais. Alors, moi, personnellement, donc moi, j'ai, pour toutes sortes de raisons extrêmement compliquées que je ne vais pas raconter ce soir, j'ai dû changer de terrain au dernier moment. Donc, je suis arrivée en terre d'Arnhem sans avoir rien lu sur la terre d'Arnhem, ce qui est quand même pas courant quand on fait une thèse. Et donc, je suis arrivée sans connaître la langue du tout. Alors la situation de la langue est intéressante parce que dans les communautés Yolmu, les personnes qui ont aujourd'hui plus de disons 60 ans, 55-60 ans, parlent généralement bien l'anglais puisqu'ils ont été à l'école missionnaire et que donc ils ont appris l'anglais en tant qu'enfants. Les jeunes parlent beaucoup moins bien l'anglais aujourd'hui. Même si il y a des écoles du système australien, mais qui fait très très mal son travail dans ces régions-là. Donc les vieux monsieur avec lesquels je travaillais, un certain nombre d'entre eux parlaient très bien l'anglais. Et puis j'ai appris, donc je suis pas capable d'avoir une conversation. Alors le Yolmu, c'est une famille linguistique. Comme je l'ai mentionné brièvement, en fait il y a une trentaine de clans, chacun a son propre dialecte. Et donc il y a des sortes de lingua franca qui se sont installées dans les communautés où une langue est devenue dominante en fait. Donc je peux comprendre un peu, je peux pas parler, je peux comprendre un texte quand je le lis et j'ai beaucoup de vocabulaire mais j'ai une grammaire très très nulle quoi. Donc généralement les gens ça les énerve quand j'essaye de parler en Yolmu, donc ils vont switcher en anglais assez rapidement tout en étant assez contents quand je reconnais un mot et que je dis tel mot, enfin voilà, donc... Moi, en fait, il y a eu des linguistes qui ont travaillé très tôt sur le Walpiri, donc il y avait beaucoup de documents disponibles, notamment des cassettes que j'ai pu écouter intensivement pendant 10 jours avant d'y aller, donc je me suis vraiment mis la langue dans la tête en arrivant, parce qu'en 79, les femmes ne parlaient pas du tout anglais. En revanche, il y avait des hommes qui parlaient anglais, mais les hommes m'avaient bien dit, si tu viens pour travailler avec les femmes. Hein. Ils venaient de gagner la revendication territoriale, les hommes étaient super contents des femmes, ils disaient on ne parle pas assez des femmes, tu restes avec les femmes. Moi j'étais ravie. Hein. Les années 70, on avait eu en France le MLF, tout le monde se posait des questions, qu'est-ce que c'est que la féminité, le féminin, les questions de genre, même si on n'employait pas trop le terme encore à l'époque, mais voilà, donc moi j'étais ravie.
Et donc j'ai été obligée d'apprendre la langue assez rapidement. J'étais pas très douée, mais bon, voilà, il fallait. Donc un peu comme Jessica, au départ, un grand vocabulaire, mais peu de grammaire. Mais en même temps, comme j'étais anthropologue, en fait, au début, ils surestimaient ma capacité linguistique parce que je connaissais plein de concepts. Et je connaissais les relations entre les lieux, et j'avais aussi passé 10 jours à lire toutes les transcriptions des revendications territoriales. Je les avais apprises par cœur, je connaissais tous les noms de parenté, donc ils avaient l'impression que, tranquille, quoi, j'avais les concepts. Donc, voilà, bon, donc oui, d'un autre côté, eux, ils étaient gentils, et voilà, ils trouvaient ça drôle, quoi, quand je ne savais pas bien parler. Mais c'est vrai qu'avec le temps, d'abord, moi, en y travaillant moins, j'ai perdu ce que j'avais réussi à capter, surtout au moment où je faisais le CD-ROM dans les années 90, à force d'écouter tous les enregistrements, là, je maîtrisais très bien. Puis quand on ne pratique pas une langue, on la perd. Donc aujourd'hui, tout le monde parle anglais, mais comme pour Jessica, les jeunes parlent une sorte de créole. Et ont perdu, les anciens sont très très tristes qu'ils aient perdu la richesse de la langue. Le Wapiri est ce qu'on appelle une langue agglutinante. C'est-à-dire, il y a beaucoup de préfixes et de postfixes qui sont beaucoup plus variés que ce qui existe dans les prépositions et tous les adverbes de nos langues latines. Donc c'est extrêmement riche au niveau des indications spatio-temporelles, au niveau des émotions, au niveau des gradations, etc. Et donc il y a beaucoup de choses comme ça qui se sont perdues. Et il y a un autre truc avec les langues agglutinantes, c'est comme le japonais, qui sont très importantes, c'est que pour comprendre une phrase, on parle très vite. Nous, on a l'habitude dans les langues latines de toujours commencer par le sujet, c'est-à-dire nous, je, tu. Dans les langues agglutinantes, le sujet apparaît comme postfixe, collé au verbe. Et le verbe est souvent, l'action est souvent à la fin. C'est-à-dire, on pose le paysage d'abord et le sujet arrive à la fin de la phrase ou du paragraphe. Ce qui fait que on comprend le sens comme un tableau, comme une mise en scène, quoi. Bon, ça va très vite, hein, mais on n'a pas la linéarité qu'on a dans les langues latines. Alors, ça veut. Je suis désolée de parler comme ça, parce que quelqu'un pourrait dire « Ah oui, alors c'est beaucoup mieux, beaucoup plus évolué dans les langues occidentales. » Non, pas du tout. Je pense que beaucoup de jeunes aujourd'hui, depuis qu'il y a l'Internet et le zip-zap, où on change tout le temps de sujet, on passe d'un truc à un autre, ont en fait une manière très visuelle d'attraper le sens, sans parfois l'attraper d'ailleurs, mais c'est ce qui est en train d'arriver aux jeunes aborigènes, c'est-à-dire qu'ils s'en mêlent les pinceaux. Entre le créole, qui n'a pas la richesse des prépositions et des postfixes, enfin des préfixes et des postfixes, on peut assister à des dialogues, mais sans fin, parce que le masculin et le féminin se mélangent, donc ça devient « i » en créole, « i », au lieu de « she » ou « he »,« i ». Alors, donc on va dire « he got there »,« he »,« i ». C'est sans fin.